On nous avait convaincus que c'était impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. Il ne leur aura pas fallu une dizaine d'années, juste quelques mois pour déloger les terroristes qui s'étaient fait maître de Kidal. Comment ne pas se réjouir du fait que le Mali retrouve son intégrité après 13 ans d'occupation, 13 ans de fractionnement, de partition de l'un des plus grands empires africains. La bataille de Kidal semble toucher à sa fin. L'armée malienne affirme en avoir pris le contrôle. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Que certains s'interrogent sur les victimes que cette reconquête a pu entraîner, je peux comprendre. Je compatis avec les familles des victimes civiles. Un mort, c'est toujours un drame, une tragédie que l'on doit éviter. Mais de là à lire ou à écouter ceci, je m'interroge. Je m'interroge sur le fait que l'on puisse ne retenir que la présence des troupes de Wagner qui auraient massacré des populations. Je m'étonne que les troupes qui ont stationné pendant plus d'une décennie ne saluent pas la bravoure des forces qui ont repris Kidal aux mains des obscurantistes qui tenaient de main de fer cette ville depuis plus d'une décennie. Étonnant cette réaction de ceux qui, il y a 13 ans, pour justifier leur intervention, dénonçaient les barbares qui avaient détruit les mausolées, les vestiges, l'immense patrimoine de Tombouctou et qui trônaient sur les populations de cette ville martyre. Ils ne trouvaient pas de mots assez durs pour dénoncer la barbarie de ces terroristes dénués d'humanité. Je m'étonne que ce soit ceux-là qui les traitaient de barbares enturbanés qui leur trouvent aujourd'hui une certaine humanité et qui voudraient qu'ils bénéficient eux aussi des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond regret et une grande douleur que je dois plaider coupable. Et toutes les charges retenues contre moi sont exactes et correctes. Je suis vraiment désolé et j'éprouve vraiment des remords. Si l'on a bombardé les montagnes des Iforas, si l'armée française, accompagnée des alliés européens, était déployée dans cette région, c'était pour bouter dehors ceux qui tenaient par la violence cette région du nord du Mali. Du moins, nous le pensions. D'où vient-il qu'ils trouvent, d'un coup, grâce aux yeux de ceux qui les ont pilonnés sans ménagement jusque-là? Je veux bien que l'on se bonifie au fil des années, mais ça ne saurait justifier l'amnésie. L'histoire est là pour rappeler nos réalités, pour ramener les donneurs de leçons à leur juste place. Lorsqu'en 1945, la priorité est à la libération de la France, les alliés américains ne vont pas lésiner sur les moyens, sur le dispositif militaire pour en finir avec les forces d'occupation allemandes. Il faut les faire partir à tout prix. La pluie des bombes sur les villes françaises va être sans commune mesure avec ce qui se passe à Kidal. On va raser des villes entières comme Dunkerque, Dieppe, Rouen et autres. On ne fait pas de quartier. L'objectif est clair, libérer la France à tout prix. À ce moment-là, on a admis l'idée des victimes civiles. Elles sont considérées comme des dégâts collatéraux. Ça ne vient à l'esprit de personne d'évoquer l'enfer que vont vivre les habitants de ces villes sous les bombes allemandes. Aucune protestation n'est admise. Et seuls les partisans des Allemands, les vichistes ou les collabos, vont dénoncer les crimes des alliés qui bombardent sans discernement. La question ne sera jamais évoquée. Pourtant, les bombes larguées auront fait des dizaines de milliers de victimes civiles innocentes. Ce que l'on retient, c'est la libération de la France et l'entrée théâtrale du général de Gaulle dans Paris libéré. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple. Voilà les images que l'on retient. Jamais celles des bombardements des villes occupées et des victimes civiles. Le plus important était de se libérer du joug nazi, quel qu'en soit le prix. Si on le comprend, on peut mieux comprendre l'état d'esprit des autorités maliennes. Les terroristes que certains veulent d'un coup appeler rebelles sont l'équivalent des nazis pour les Maliens. À Kidal, il y a malheureusement des victimes civiles. Il faut les déplorer. Mais le Mali retrouve une partie de sa souveraineté, n'en déplaise à certains. Les différents accords passés jusque-là consacraient la division du pays. Ce n'était pas acceptable. Il était donc logique pour les militaires, dont la vocation première est la sauvegarde de l'intégrité du territoire, de recouvrer les espaces occupés par des forces étrangères et hostiles. Il faut se libérer du joug des terroristes qui occupent une partie du territoire malien et qui chaque jour menacent de s'attaquer avec des forces occultes au reste du pays. L'armée malienne et les supplétifs russes de Wagner accueillis en héros à Kidal, la grande ville du nord-est du pays, échappe au contrôle de l'État malien depuis 10 ans. Les rebelles admettent leur défaite mais ne renoncent pas à la ville. L'alliance de groupes rebelles armés confirme avoir quitté sa ville bastion pour des raisons stratégiques.
Tout semble s'être joué dans la nuit de lundi à mardi, avec l'aide de la technologie des forces russes. Oui, la tendance est de dire que ce sont les Russes de Wagner qui ont repris Kidal. Oui, ce sont les supplétifs russes, sans vergogne, sans état d'âme, qui ont permis de reprendre pied à Kidal. C'est fort possible. On aurait applaudi aussi si c'était les forces françaises ou allemandes ou suédoises qui l'avaient fait. On aurait gagné un temps fou et cela aurait épargné de nombreuses victimes civiles que l'on a déplorées pendant les 10 dernières années. Pour le Malien, l'essentiel était que ce pan du territoire revienne dans le giron national. Point final. On s'en fiche de la couleur de l'eau qu'utilise le pompier, du moment où elle éteint le feu, n'est-ce pas? Je peux comprendre les réactions de dénonciation de quelques politiques maliens qui se demandent ce qu'ils deviennent dans tout ça et à quel moment ils reviennent à leur place dans l'échiquier. Ce dont la politique est un métier, c'est encore la guerre des politiciens qui cherchent à se positionner. Ce n'est pas propre au Mali, non. On l'a vu aussi au lendemain de la victoire des Alliés en France en 1945. On dénonçait l'impérialisme américain, le désir de Washington de faire main basse sur la France. Eisenhower craint beaucoup un coup d'État communiste et demande à la CIA d'aider au retour du pouvoir de De Gaulle. Et comment la CIA va le faire? C'est tout à fait extraordinaire. Et ça montre la porosité entre les intérêts américains et la classe politique française en demandant à une partie du groupe SFIO, socialiste, de voter l'investiture à De Gaulle. Le général De Gaulle lui-même était tout vent debout pour lutter contre cette colonisation de ceux qui l'avaient aidé à libérer la France. Les Américains avaient même battu monnaie. Pour De Gaulle, c'est l'insulte suprême, parce que les attributs de la souveraineté depuis 20 siècles, c'est de pouvoir battre monnaie. Hein, si quelqu'un bat monnaie à votre place, vous lui êtes subordonné, vous n'êtes plus rien. Ils s'étaient habitués tous à ce que la France n'existe pas. Tout d'un coup, la France existe. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est contre cette colonisation américaine que le général de Gaulle s'est battu, en prenant sur lui de se fâcher avec ses mentors. L'histoire a souvent tendance à oublier cet épisode. Que quelques politiques maliens aient peur de la mainmise russe sur leur pays, je peux le comprendre, et même partager avec eux cette inquiétude. Mais ils doivent quand même avoir la décence, la correction de saluer la libération de Kidal, la ville martyre qui redevient malienne. C'est un exploit suffisamment important pour être salué par tous, à moins que l'on ait d'autres projets. Je peux évidemment comprendre le ressenti, la rancœur de certains hommes politiques qui ne digèrent pas qu'un officier sorti de l'enfer des casernes soit venu confisquer le pouvoir. Je peux le comprendre. Mais dans le même temps, ils doivent se souvenir, par honnêteté intellectuelle, que s'il y est parvenu, c'est parce que eux, hommes politiques, avaient failli. Le pouvoir était par terre. Ils l'ont ramassé comme le général de Gaulle l'avait fait en France en 1958. Il ne faut pas oublier que toute cette chienlit est d'abord le fait de politiques de tous bords, qui ont plus été préoccupés par la conquête de leur pouvoir que par la préservation de l'intégrité du territoire. Au Mali, on a régulièrement voté depuis la chute de Moussa Traoré et la remise du pouvoir aux civils par Amadou Toumani Touré. La crise réelle n'est pas venue du déficit de démocratie, pour utiliser un terme très à la mode. L'intervention des militaires n'est venue de façon forte qu'avec l'affaiblissement des autorités de Bamako, mais surtout le chaos venu de Libye. Avec la défaite de la Jamaïria, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus, mais c'est des armées organisées. La plupart viennent de la grande brigade. Je me souviens de cette interview testament que me donnait le président Amadou Toumani Touré à la veille de son renversement. Il montrait du doigt la menace et les auteurs. AQMI, c'est une menace venue d'ailleurs. C'est une menace aujourd'hui internationale. Et c'est une menace qui a des ramifications plus lointaines que l'on le croit. Et AQMI est international et interrégional. Nous pensons que AQMI, pour le combattre, un seul pays n'a pas tous les moyens suffisants. Pas seulement militaires, mais tous les moyens suffisants. Et nous pensons que la guerre contre le terrorisme aussi n'est pas seulement militaire. C'est un problème de développement. C'est un problème de sécurité. C'est un problème également de défense. Il reconnaissait son impuissance et l'ingérence des puissances étrangères. Que des centaines et des centaines de véhicules se déplacent sur une distance aussi importante ne devait pas échapper, en tout cas à l'œil satellite des belligérants. Donc ce qui veut dire que quelque part, on devait savoir qu'il y a des groupes qui partaient.
Il savait qu'il allait être renversé et me demandait de l'enregistrer pour la postérité. Il voyait venir cette vague. Même constat de celui qui va prendre sa place après sa chute. Ibrahim Boubacar Keïta, pourtant longtemps considéré comme l'homme des Français. Passionné de la culture, de la littérature, de l'esprit français en général. Il a été balayé par le même vent après que l'on l'ait montré comme faible, corrompu et inefficace. Ai-je réellement le choix? M'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Nous ne sommes pas des gueux. Nous sommes gens, monsieur Lassous, nous sommes gens de bonne compagnie. Nous sommes un pays de vieille civilisation. Jamais, depuis qu'elle a été cantonnée, l'armée malienne n'a manqué à ses engagements. Cantonné en la ville de Kidal, il a fallu que je le dise à la CEDEAO pour que nos frères comprennent quelle était la situation surréaliste que notre armée vivait en Kidal. Le Mali a accepté beaucoup. Le peuple malien est à saluer. Mais que nul ne se trompe sur la qualité de sa dignité, de son sens de la dignité. Ce n'est pas une sorte de cas malien pour moi, c'est une sorte de vie malienne pour moi. Ibeka est un homme de passage. Mais aucun Malien digne de ce nom ne bradera jamais le Mali. Jamais. La révolte était telle qu'il a pris sur lui de dénoncer officiellement, avec ces mots, le deal. L'insulte, l'affront fait au Mali. L'accord d'Alger était une insulte au Mali. Il consacrait la partition du pays. Ceci doit être dit. Les sous-entendus étaient plus importants que les textes paraphés, et ceux qui l'ont signé le savaient. Ce ne pouvait être une solution pérenne. Alger, qui a toujours joué un rôle trouble dans ce conflit au Sahel, comme l'ensemble des alliés occidentaux, prétendument venus au chevet du Mali, n'ont jamais vraiment fait preuve de sincérité. Soyons sérieux. Ne prenons plus les Maliens en particulier et les Africains en général pour des gueux, pour emprunter ce terme au président Ibrahim Boubacar Keïta. Les politiques maliens, quel que soit leur bord sur ce coup-là, au moins, doivent avoir à la fois l'obligation, l'honnêteté et la correction d'être du côté de leur pays. Chacun doit s'interroger de savoir pourquoi, en 2014, il a été empêché au FAMA d'entrer dans Kidal. Assimi Goïta y était. Il est à saluer qu'il n'ait pas accepté cette forfaiture. Mais la vérité est têtue, et les Africains ont décidé de réfléchir par eux-mêmes. Sans être complotistes, sans être victimistes, sur ce qui se passe dans cette zone du Sahel, dans cette guerre au Mali, au Niger, au Burkina Faso, on peut quand même décemment se poser quelques questions essentielles sur la sincérité des alliés. D'abord celle de savoir comment dans ce vaste désert, sans port maritime, sans aéroport, sans piste d'atterrissage important, on peut se procurer, en toute discrétion, à l'insu de tous les drones et de tout le dispositif de sécurité occidentale, 5 000 à 10 000 motos neuves, ni vues ni connues. Dans n'importe quel port du monde entier, reconnaissez qu'un tel volume d'engins ne passe pas inaperçu. Il nécessite un vrai dispositif pour l'acheminer. Comment expliquer que ces 5 000 à 10 000 motos puissent entrer en toute discrétion, sans être vues de personne dans le désert et être mises à la disposition de jeunes nationaux désœuvrés dans les villages? Toujours sans que cela ne soit su. Et tout aussi bizarre, personne ne sait qui les a commandés. Quelle est la compagnie, le constructeur qui les a fabriqués? Comment on les a acheminés dans ce trou perdu? Reconnaissez que ça interroge un peu et qu'on peut nourrir à juste titre de la suspicion lorsque l'on sait à quel point les outils pour traquer l'argent dans le monde sont sophistiqués aujourd'hui. Dans un monde où pour qu'un opérateur économique puisse effectuer une transaction, un virement pour acheter sa matière première ou ses engins, il doit fournir une impressionnante batterie de documents. Et souvent pouvoir rejeter son virement. Ce n'est pas tout. Je veux comprendre comment 12 000 téléphones portables indétectables se retrouvent dans les mains des pseudo-terroristes qui les utilisent pour communiquer, pour se coordonner et frapper des villages. Par où sont-ils entrés dans le désert? N'est-on pas capable de tracer cette impressionnante commande?
Comment arrivent-elles dans le désert et les milliers d'impressionnants 4x4 qu'ils utilisent? À ma connaissance, on ne les fabrique pas dans le désert. Ils ont été commandés dans une usine qui les a fabriqués pour le client en question. Ils ne sont pas arrivés à bord d'une navette spatiale. Ils ont bien été transportés ici d'une manière ou d'une autre. Je me pose juste des questions, qui sont celles de nombreux Maliens que l'on identifie dans certaines capitales comme des complotistes ou des illuminés. À supposer que ces engins ne consomment que 2 litres de carburant par jour. Ceci représenterait au moins 10 000 litres pour les motos et au moins autant pour les 4x4, soit au bas mot 20 000 litres par jour, 600 000 litres par mois, soit 7 200 000 litres par an. Une vraie industrie. D'où vient ce précieux carburant invisible dans le désert où on ne dénombre pas de raffineries ou d'importantes stations-service? Qui livre ce pétrole? Je vous épargne la question des pièces de rechange des engins. Et vous constaterez que nous n'avons pas encore parlé des dizaines de milliers d'armes qui ne poussent pas dans le désert. Ou encore du salaire de ces terroristes insaisissables qui doivent nourrir leurs familles en commettant des exactions sur les populations civiles. Vous conviendrez avec moi que la seule porte de la Libye ne peut pas être celle de l'entrée de tout cet arsenal et de tout ce dispositif, non. Alors vous pouvez comprendre pourquoi les autorités maliennes dénoncent, pointent chaque jour du doigt la complicité de certaines grandes nations, mais également de certains voisins du Nord notamment. Et si c'est vrai, les puissances occidentales avaient réellement été mues par une volonté sincère de mettre un terme à ce trafic, elles auraient simplement pu tracer, comme elles savent le faire, avec leurs impressionnants dispositifs de contrôle, les fonds qui financent cette nébuleuse. C'est bizarre, cette question semble ne pas être à l'ordre du jour dans la stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel. De 2019 à 2022, le CLEI a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 milliards 855 millions de francs CFA, soit en moyenne plus de 1 milliard de francs CFA par dossier et par personne sous enquête. Dans ces dossiers, les enquêtes de l'OCLEI ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. En réalité, même si l'on peut faire des reproches justifiés aux dirigeants militaires maliens, notamment à propos des résultats de la lutte affichée contre la corruption, qui se font toujours attendre, de la vie chère qui plombe les ménages, même si la population peut, à juste titre, se plaindre des coupures intempestives d'électricité qui plombent leurs activités, même si on peut, dans certaines régions, noter quelques prébendes, et même si on peut reprocher au gouvernement de consacrer l'essentiel de son effort à la guerre et pas toujours au social, même si l'on peut comprendre une certaine lassitude des Maliens qui ont montré une grande résilience pendant la difficile période de l'embargo et qui ont besoin aujourd'hui qu'on leur propose une vision, cela n'empêche pas de reconnaître et de tous saluer une victoire importante, un succès éclatant. La reprise de Kidal doit constituer un événement majeur pour tout le peuple malien et pour l'ensemble des Africains. Au-delà des joutes politiques et des griefs qui peuvent leur être faites, c'est un réel motif de satisfaction à mettre au bénéfice du colonel Assimi Goïta et des FAMA, les forces armées maliennes. C'est un succès militaire historique qui doit ouvrir les yeux à nos nations qui jusque-là sous-traitaient leur sécurité. Normal que les pays du Nord qui ont stationné ici pendant plus d'une décennie, sans résultat, soient frustrés et se fassent discrets et de mauvaise foi en mettant cette reprise de Kidal sur le compte de l'aide de Wagner. Même si c'était le cas, ils étaient là pour aider, eux aussi, non? Pourquoi n'ont-ils pas obtenu le résultat de Wagner? Avec les centaines de milliards d'euros dépensés, pourquoi n'ont-ils pas, ne serait-ce que stoppé l'avancée des terroristes? Wagner serait plus efficace, plus équipé, plus forte que toutes ces armées suréquipées de l'Union européenne? France, Union européenne, Allemagne, Norvège, Grande-Bretagne et autres grandes puissances. Dans ce cas, on aurait dû recourir à eux beaucoup plus tôt. Ainsi, on aurait économisé beaucoup de vies maliennes et beaucoup d'argent nécessaire à l'économie de cette région exsangue. Plusieurs centaines de milliards d'euros en 10 ans.
pour un résultat que tout le monde reconnaît être négatif. Il fallait sortir de ce mauvais film, c'est évident, non? Je sais que certains bien-pensants, de bonne foi très souvent, mais parfois un peu trop formatés par cette pseudo-mondialisation uniformisante, vont tout de suite hurler, jouer les vierges et effaroucher, m'accuser d'être le copain des putschistes, vont s'insurger sur le fait que l'on puisse, ne serait-ce qu'une seconde, comprendre la présence des militaires aux affaires. Je vais tout de suite les rassurer en disant que je les comprends. Ils ont raison. Je ne suis pas pour les militaires aux affaires. Leur place est dans les casernes. Mais une fois qu'on a dit ça, la vérité nous rattrape vite. La réalité est tout autre. On doit arrêter d'être tellement formaté, de répéter de façon frénétique les refrains que nous distillent savamment les autres et canonnent avec violence certains terroristes de la pensée unique. C'est bon derrière son clavier de répéter ce que l'on a écouté ou regardé à la télévision. Mais c'est encore mieux de vivre la vraie vie de chez soi. Si les militaires sont arrivés aux affaires, c'est bien parce qu'il y a eu des raisons concrètes. J'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Je préfère m'attaquer aux causes du mal que de passer mon temps à dénoncer les conséquences, juste pour me donner bonne conscience. Ces militaires sont là parce qu'on leur a donné l'occasion d'y être. Certains, qu'on le veuille ou non, que cela choque ou non, ont simplement pris leurs responsabilités devant la déliquescence des pouvoirs civils. Alors souvenons-nous-en, en pensant plutôt à comment on sort de cette situation dite de transition. Comme le dit souvent maître Fatoumata Sidibé Diarra de Mansa, au lieu de nous acharner seulement sur l'endroit où on est tombé, concentrons-nous plutôt sur la malfaçon du lieu où nous avons trébuché. Cela nous évitera de tomber à nouveau. Les militaires sont arrivés aux affaires dans un climat que les politiques, par leur corruption, par leur incurie, par leur soumission à certaines puissances occidentales, par leur manque de courage, ont pollué. Ils sont donc un peu malvenus pour faire la leçon aujourd'hui. L'urgence est donc de mettre sur pied un nouveau modèle de gouvernance pour ne plus retomber dans les mêmes travers. Cette propension des médias du Nord à ne mettre cette reprise de Kidal que sur le compte de Wagner cache mal une révolution qui est en cours dans cette région de l'AES, l'Association des États du Sahel. Des jeunes officiers, putschistes, en rupture avec leurs instructeurs d'hier, ont décidé de se mettre ensemble pour faire face à cette hydre terroriste que l'on entend de plus en plus certains médias appeler rébellion ou séparatiste. Ils sont en train de réaliser ce que les politiques, souvent sous la coupe des puissances du Nord, ne sont pas parvenus à mettre en œuvre. L'union des 3 nations sœurs pour combattre l'hydre terroriste, mais également pour faire face aux grands enjeux géostratégiques, économiques et sociaux, est quelque chose de bien. Les civils n'y étaient pas parvenus. Ils sont en train de le faire. C'est une des explications de cette victoire à Kidal que l'on préfère surtout mettre au crédit des mercenaires de Wagner. L'Afrique rêve depuis tellement longtemps d'union. C'est ce que l'AES, l'Association des États du Sahel, est en train de faire, tant sur le plan géostratégique qu'économique et social. Cette union doit être d'intérêt. Et les chefs, contrairement à leurs prédécesseurs, ont eu leurs égoïsmes pour penser à sauver l'essentiel. Ils acceptent de se mettre ensemble pour faire front. Et c'est cela la solution. La diabolisation qui consiste à voir dans chaque putschiste un pro-russe ou anti-français est un peu éculée et lassante. Nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. C'est clair, non? On va dire que vaut la parole d'un militaire putschiste. Seulement,
Il faut se souvenir que celui qui a remis la France dans le concert des grandes nations était un putschiste que l'on cite encore en référence aujourd'hui. De nombreux intellectuels et politiques français se réclament de lui. Ils se disent gaullistes et font même le pèlerinage de Colombey des Deux Églises, le fief du putschiste. Eisenhower était un militaire, souvenez-vous-en. Thomas Sankara, qui est une référence pour de nombreuses générations d'Africains, était lui aussi un putschiste. Il a installé son pays sur la carte du monde. Jerry John Rawlings, le père de la démocratie ghanéenne, était un putschiste lui aussi, avec d'ailleurs beaucoup de sang dans les mains, mais il est idolâtré par son peuple qui continue de le citer en référence. Paul Kagame, qui est aujourd'hui montré en référence pour la gestion de son pays, reste un modèle pour de nombreux subsahariens, même si sur la question congolaise, il y a bien des choses à lui reprocher, notamment le pillage des mines dont il est l'auteur en RDC. Il a placé de façon plus positive son pays sur la carte du monde. Et Olusegun Obasanjo était lui aussi un militaire. On ne peut pas nier son rôle prépondérant dans le Nigeria moderne. Sa vision qui a sérieusement changé la donne avec l'éclosion des champions nationaux qu'il a suscité. Alors ayons un peu de mémoire et de jugeote lorsque le militaire finit par rimer avec chaos dans notre estime. Mais ceci n'est pas un blanc-seing à ces militaires qui ne doivent pas oublier qu'ils sont venus pour une mission. Ils doivent mettre de l'ordre et retourner dès que possible dans leur caserne. Ils seront entrés dans l'histoire s'ils s'emploient à réorganiser ce grand bazar et à laisser des institutions fortes avec des règles adaptées qui correspondent à nos pays, à nos réalités. S'ils donnent enfin une vision qui soit la boussole, c'est seulement à ce prix-là qu'ils s'inscriront comme certains de leurs frères d'armes dans l'histoire. Ils doivent garder à l'esprit que toute tentative de confiscation du pouvoir leur serait fatale et ferait encore reculer nos pays de plusieurs décennies, puisqu'ils auront donné raison à ceux qui pensent que nous ne sommes pas encore matures pour prendre notre destin en main. Souvenez-vous, chers officiers, vous qui avez pris le pouvoir par les armes ces dernières années, si vous êtes arrivés aux affaires sans grande difficulté, sans effusion de sang, c'est parce que le peuple vous a soutenu dans votre opération. Elle vous confiait ainsi le rôle de nettoyer les écuries, de mettre de l'ordre dans la maison et de retourner dans vos casernes. Souvenez-vous-en, si vous ne voulez pas être balayé par le même peuple à votre tour. Mais en attendant, on doit célébrer les victoires. Celle de Kidal doit être la première d'une longue série au Sahel afin que la région retrouve la paix, la sérénité et la dignité dont elle a besoin. Le Mali ne doit pas bouder son plaisir, même si certains oiseaux de mauvaise augure envisagent déjà le retour des terroristes qui auraient juste fait un repli tactique. En attendant, Kidal est sous contrôle des Fama. Ce que toutes ces armées n'ont pas réussi à obtenir pendant une dizaine d'années, obligeant plutôt Bamako à négocier avec des terroristes et à renoncer à cette portion du territoire. Le drapeau du Mali flotte à nouveau sur Kidal. Et c'est certainement l'une des plus grandes victoires militaires de ces dernières décennies. Il faut s'en souvenir. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux, malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Surtout que les cybercriminels sont de plus en plus actifs et rivalisent d'ingéniosité pour s'approprier le travail des autres. Ils n'éprouvent aucune gêne à brouiller notre message. Depuis l'annonce de l'arrivée imminente de notre chaîne Infomédia, se sont multipliés de nombreux faux comptes. Je souhaite vous mettre en garde contre ces comptes qui ne nous engagent pas et qui ne sont pas les nôtres et que je vous demande de dénoncer autant que possible. Les seuls vrais comptes Infomédia sont ceux contenus dans le QR code que je vous recommande de scanner. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir, puisque comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et X. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance.